T'es prêt? C'est parti. Là, derrière la tête! La clé, vite! Donne-la nous! C'est pas moi qui l'ai. Restez pas là! Reste bien tranquille. S'il vous plaît, non! Sors de là! Allez! Ça alors, mais c'est cette bonne vieille jument. Comment vas-tu, hein, ma jolie? Fous le camp, espèce de crasseux! Pour votre dame? Va donc voir ailleurs si j'y suis! Hey, je t'ai dit de foutre le camp, toi! Oh là! Doucement, pas la peine d'être agressif. Les flics! Et comment ils ont su? Laisse le reste. C'est bon, on met les voiles. Allez! Oh, nom d'un chien, mais c'est pas vrai! Prends seulement ce qu'on est venu chercher. Grouille, venez, faut pas rester là. Il y avait un type sous. C'est sûrement lui qui a détaché le cheval. Pourquoi il aurait fait ça? C'était peut-être un flic. Et comment il aurait su où t'étais? J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, le chef a la langue un peu trop pendue. C'est moi le chef. Tu es sûr que c'est le cocher à qui tu as parlé? Oui, son cheval s'est détaché et il s'est enfui avec un homme masqué. Merci. Je ne pleurerai pas sur son sort. De toute façon, il allait bientôt quitter ce monde. Comment cela? Il avait une cirrhose du foie. Oh, vous le connaissiez? Non, je l'ai observé. Inspecteur Murdoch, nous avons arrêté un suspect. Cet homme était en possession d'un masque ainsi que d'un coffret de banque. Joli travail. Amenez-le au poste pour qu'on l'interroge. Ce n'est pas votre bandit. Regardez ses mains. La gauche est propre, tandis que la droite est sale et couverte d'égratignures. Les rougeurs qu'il a sur les tempes et l'arête du nez semblent provenir de grosses lunettes, mais vous noterez qu'il n'en porte aucune. Il s'agit donc d'un opérateur de machine à outils gaucher, et il y a justement un atelier d'usinage au bout de la rue. Qui plus est, l'équipe de nuit cesse le travail à 6 h du matin. Or, on a commis ce vol à exactement 5 h 30. Par conséquent, ce n'est pas lui, votre bandit. Excusez-moi, puis-je savoir qui vous êtes? Je m'appelle Holmes. Sherlock Holmes. Punaise, d'où il sort celui-là? C'est un cadeau du docteur Grace. Elle vient de recevoir un nouveau squelette à la morgue. Quelle chance. J'imagine que vous êtes fou de joie. Du nouveau sur ce vol à main armée? Et tout porte à croire que c'était une attaque savamment orchestrée. Déjoué par un indicateur anonyme. Oui, il a appelé du central de Front Street. J'ai envoyé des agents sur les lieux. Et le meurtre du cocher? Vous en êtes où? Nous avons un suspect, je vais l'interroger. Qui c'est, le type déguisé en Sherlock Holmes? Et il n'est pas déguisé. À vrai dire, il prétend être Sherlock Holmes. À la fois policier et homme de science. Enfin, quelqu'un qui a compris. Mes collègues de Scotland Yard devraient suivre cet exemple. Inspecteur, nous avons des choses à nous dire. Allez vous asseoir dans la salle d'attente. Je suis à vous dans 1 minute. Vous avez été arrêté en possession d'un coffret de banque et d'un masque. L'un et l'autre vous lient directement à ce vol à main armée. Je les ai trouvés. Dans la ruelle derrière l'atelier. Quel poste occupez-vous? Je suis sur une perceuse à colonne. Je travaille de nuit et j'ai fini à 6 h. Il y a des tas de gens qui pourront vous le confirmer. Portez-vous des lunettes? À l'atelier pour me protéger les yeux. De quelle main vous servez-vous?
La gauche, c'est si important que ça? Vous en faites une tête. Il savait tout à propos de notre suspect, monsieur. Qui ça, il? L'homme qui prétend être Sherlock Holmes. Vous croyez qu'il était dans le coup? Votre nom? Sherlock Non, Holmes. votre véritable nom. Mais c'est mon véritable nom. Et comment vous êtes-vous retrouvé sur les lieux du crime? J'ai déchiffré tous les codes. Quel code? Les messages codés, bien sûr. Moriarty les fait publier dans le journal. C'est ainsi qu'il avertit ses agents du mal. Bon, on a affaire à un fondu. Je vais demander au docteur Ogden de l'examiner. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, je pense qu'il va de soi que les horaires et les trajets des transports de fonds ne sont connus que d'une minorité de gens. Quelqu'un de la banque. Je fais ce métier depuis 2 ans, et jusqu'à cette nuit, je le trouvais bien. Est-ce que vous transportiez quelque chose de particulier? Non, inspecteur. Des billets et des coffrets de banque. J'ai ici une liste détaillée. Y a-t-il d'autres gens qui avaient cette liste? Non, que moi. Le cocher a reçu le protocole. Le protocole indique le trajet et la destination. Quand vous l'a-t-on remis? Juste avant qu'on parte. Ce sont les consignes de sécurité. Bien. Et qui décide du protocole? Le directeur. Notre agence de Spadina Avenue va fermer et nous devons transférer les actifs de nos clients. Le contenu des fourgons, l'heure exacte de leur départ et le trajet qu'ils empruntent sont fixés la veille. Qui les choisit? C'est moi. Et qui d'autre connaît ces informations? Personne. Alors comment les voleurs savaient où passerait le fourgon? Je ne sais pas. Il a été tué d'un unique coup de feu à la tête tiré à bout portant. J'ai extrait la balle. Calibre 38. Docteur Grace, la victime avait-elle une cirrhose du foie par hasard? Oui, à un stade avancé. Comment vous le savez? L'un de nos suspects a avancé cette hypothèse. Eh bien, il doit avoir un bon sens de l'observation. C'est indéniable. Julia, merci de vous être déplacée. J'avais hâte de voir cet homme qui prétend être Sherlock Holmes. Il est dans mon bureau. Monsieur Holmes, j'aimerais que vous fassiez connaissance avec ma collègue, le docteur... Nous voilà bien. George, savez-vous où est l'homme qui se prend pour Sherlock Holmes? Oui, il est dans votre... Oui, et il était censé y rester. Oh, il a un sacré toupet. Désolé, j'étais distrait, mais j'ai fait une découverte intéressante. L'homme qui a été abattu résidait dans le même immeuble que l'un des convoyeurs de fonds. Donc, soit c'est une drôle de coïncidence... Soit ils se connaissaient. Inspecteur, je me demandais quand vous finiriez par arriver. Moriarty a encore frappé, je le déplore. Vous étiez présent sur les lieux de 2 meurtres. Comment expliquez-vous cela? Je m'évertue à vous le dire, je traque le professeur Moriarty. Moriarty, mon œil. Par quel hasard vous êtes-vous retrouvé chez un convoyeur de fonds assassiné? J'ai trouvé son adresse sur le bureau d'un de vos agents. Comptez-vous rester obtus encore longtemps? Vous me demandez pour quelle raison j'étais là? Cela me paraît évident pourtant. Je suis convaincu que ce convoyeur travaillait avec Moriarty. Parfait. Et comment êtes-vous parvenu à cette conclusion? Avez-vous remarqué qu'il est resté plusieurs heures avec du sang sur le visage alors qu'il aurait pu demander à se débarbouiller? J'avoue que ça m'a paru étrange. Et vous avez sans doute constaté que ces 2 coupures étaient fines et droites, comme si on les avait faites avec un rasoir à main. Rasoir que voici. Je l'ai trouvé dans sa poche. Parlez-nous de l'attaque du fourgon. Comment saviez-vous qu'elle allait avoir lieu? J'ai déchiffré les codes. Quel code? Les codes dont je vous ai expliqué le principe dès hier! Je croyais que le professeur Moriarty était décédé. Oui, moi aussi. Pourquoi alors pensez-vous qu'il est à l'origine de ces crimes? J'ai reconnu l'un de ces hommes de main. Reconnu, vous dites? Je l'avais vu aux chutes du Reichenbach. Les chutes du Reichenbach. Là où s'est déroulé votre ultime affrontement avec Moriarty. Ultime, c'est du moins ce que j'espérais. Et quand avez-vous vu cet homme de main à Toronto? Avant-hier. J'étais à bord du tramway qui longe Queen Street. Et le temps que j'en descende, il avait disparu.
Mais j'ai récupéré le journal qu'il avait abandonné. Et je me suis rendu compte qu'il en manquait une page entière. J'en ai acheté un neuf et sur cette page figurait un lieu ainsi qu'un horaire sous la forme habituelle d'un message codé. Soupçonnant une potentielle attaque, j'ai décidé d'y faire échec. En vous affublant d'une fausse barbe et en dételant ce cheval. J'ai prévenu vos collègues. Mais ils ont été encore plus lents que je n'imaginais. Messieurs, la tendre amie du convoyeur mort travaillait comme comptable à l'agence bancaire de Spadina Avenue. Elle a dû lui dire quel était le contenu du fourgon. Chose curieuse, les voleurs ont laissé presque tous les billets dans leur calèche et semblent s'être enfuis avec seulement 2 coffrets de banque, dont celui que nous avons retrouvé. Ce type ne voulait peut-être pas l'argent. Et ce qui les intéressait était dans ses coffrets. Eh bien, Georges, faites revenir le directeur, lui saura ce qu'il y avait dedans. Entendu. Oh, et pourriez-vous également me dénicher la gazette d'avant-hier? Bien sûr. Donc, si je comprends bien, Sherlock vous a convaincu avec son histoire de code. Eh bien, cacher un message dans un article de presse est un bon moyen de communiquer des renseignements tels que la feuille de route d'un fourgon. Murdoch, je vous laisse. J'espère qu'il ne vous a pas encore faussé compagnie. Non, il est dans la salle d'interrogatoire. Vous ne ressemblez vraiment pas à une aliéniste. Qui vous dit que... Vous êtes là afin d'évaluer mon état de santé mentale. Malgré ses compétences scientifiques, ce cher Murdoch n'est pas plus imaginatif que l'inspecteur Lestrade. Si vous me parliez un peu de vous. Je m'appelle Sherlock Holmes, je suis détective consultant. Il y a encore 5 ans, je vivais au 221B Baker Street avec mon ami le docteur Watson et depuis je déambule au hasard de mes très nombreuses enquêtes. Votre date de naissance? Je suis né le 6 janvier 1860. Vous ne faites pas 40 ans. Je sais, mais c'est au prix d'un régime draconien. Dites-moi en plus. Je ne voudrais pas vous ennuyer. Vous ne m'ennuyez pas. Eh bien moi ça m'ennuie! Moriarty est dans la nature pendant que je perds mon temps ici. Je vous en conjure, docteur. Faites entendre raison à l'inspecteur Murdoch. Vous êtes proche de lui, il me semble. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Vous vous êtes crispé quand j'ai remis en cause ses compétences. S'il n'avait été qu'un simple collègue, vous l'auriez défendu, au lieu de quoi vous avez gardé le silence de peur que votre réponse ne trahisse vos sentiments. Et ça lui a suffi à déduire que j'éprouvais des sentiments pour vous. Quand je vous dis qu'il est très perspicace... Il n'a rien d'un psychotique, en revanche. Il a l'esprit rationnel. Julia, cet homme est intimement convaincu qu'il est Sherlock Holmes. Il est sujet à ce qu'on appelle un délire d'identité. C'est assez banal. J'ai une patiente à l'asile qui se prend pour la reine. Du moment que l'on ne contredit pas ces individus, ils sont tout à fait inoffensifs. Mais est-ce courant que de tels troubles apparaissent spontanément à l'âge adulte? Les délires d'identité sont souvent une réponse compensatoire à un traumatisme vécu dans l'enfance. Il est très possible qu'il ait des antécédents psychiatriques. Je vais me renseigner. Je vous remercie, Julia. Vous avez du nouveau? Le convoyeur est mort d'une balle en plein cœur, dans le ventricule gauche. Et de quel calibre cette... 38, comme pour le premier meurtre. Ça y est! Je crois que je l'ai trouvé! Rubrique nécrologique, colonne de gauche, 3e annonce. L'heure, mais aussi le lieu des funérailles, correspondent à ceux de l'attaque. C'était bien un message codé. Notre monsieur Holmes disait la vérité. Où il a passé cette annonce lui-même. Dans quel but? J'en sais rien. Mais je ne sens pas son stick. Messieurs, j'ai découvert l'identité de votre Sherlock. Il s'appelle David Kingsley et il était suivi par le docteur Roberts. Je vois ici qu'il a été interné. Une grande partie de son existence. A-t-il de la famille? Oui, un oncle. David marchait à peine quand son père est mort. Il a perdu sa mère à 12 ans et on m'a confié sa garde. J'imagine que tout cela l'a traumatisé. Il s'est réfugié dans un monde imaginaire. Tant qu'il lisait, ça allait, mais le jour où il s'est pris pour Sherlock Holmes, ma femme a renoncé. On l'a interné. Quand l'a-t-on laissé sortir? Il y a 6 mois. Le médecin disait qu'il était guéri. Apparemment, il avait tort. Est-ce qu'il a des ennuis? Nous pensons qu'il pourrait être mêlé à une attaque à main armée. Oh, Seigneur. Comment? C'est ce que nous essayons d'éclaircir. Je peux le voir?
Bonjour, David. Je regrette, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est moi, Oscar, ton nom. Je n'ai pas d'oncle. Inspecteur Murdoch, libérez-moi afin que je vous assiste dans cette enquête. David, allons. Je m'appelle Sherlock Holmes. Je suis désolé, monsieur Kingsley. C'est tout? Pour un si petit butin, il n'y a vraiment pas de quoi attaquer un fourgon. À qui appartient ce coffret? Voyons cela. D'après le registre, c'est celui de Joshua Grady. Je crois qu'il est juge à la cour provinciale. Bien, et à qui est celui qui manque? Un certain Edward Hopkins, résident sur Eglinton Avenue. Il m'est venu une idée à propos de notre Sherlock. Laquelle, George? Eh bien, figurez-vous que monsieur Arthur Conan Doyle est de passage à New York pour assister à une conférence. Ça, par exemple. Et vous lui avez fait part de notre problème? Oui, dès que je l'ai su. Parce que je me suis dit que si notre homme rencontrait son créateur, il... C'est une excellente idée, George. Qui que puisse être Edward Hopkins, il n'habite plus cette maison. Non, mais elle a été visitée. Sûrement par des gamins. C'est typique à cet âge-là. Je le sais, je faisais pareil. George, regardez, quelqu'un a fait des trous dans les murs et arraché des morceaux de plâtre. Il cherchait quelque chose, j'imagine. Certaines de ces lettres ont été envoyées il y a 10 ans. Et la plupart ont été ouvertes. Le cachet de la poste est récent sur celle-ci. Bien. Rassemblez ce courrier. Peut-être qu'en l'épluchant, nous trouverons des indices. Bien, monsieur. Monsieur, vous le relâchez? On le détient depuis 24 heures et on n'a rien qui nous permette de l'inculper. Inspecteur Murdoch, le professeur Moriarty a fait publier un autre de ses messages codés. Il s'agirait d'un rendez-vous au 398 Simcoe Street à 9h. Alors faites comme bon vous semble, mais moi je vais m'inviter à cette petite réunion. Ils sont en retard. Peut-être avons-nous mal interprété ce message. Non. Nous sommes à la bonne adresse, à l'heure qui était précisée. À moins que... Nous devons vite partir, inspecteur. Pourquoi? C'est à moi qu'était destiné ce message. Il a compris que je touche au but. Comment ça? Monsieur Holmes! C'est de la cocaïne? Ça devrait vous engourdir. Je n'en prends plus depuis fort longtemps. Ah! Est-ce que je peux être idiot? J'ai eu tort de sous-estimer autant Moriarty. C'était prévisible. Il allait forcément finir par comprendre que j'avais déchiffré son code, sinon comment aurais-je pu déjouer l'attaque du fourgon? Calibre 38. Le même calibre que pour les deux autres exécutions. Évidemment. Et c'était Moriarty le tireur. Sans vouloir vous obliger, il me faudrait encore un peu de cocaïne. Foutaise, il n'y a jamais eu une Moriarty. Bien sûr que non. Cela dit, l'arme avec laquelle on a tué le cocher de la bande et le convoyeur de fonds est de même calibre que celle qui a servi à tirer sur M. Kingsley. Je reste persuadé qu'il essaie de nous berner. Je doute qu'il ait organisé sa propre tentative de meurtre. Peut-être qu'il faisait partie de cette équipe. Et qu'il est en bisbille avec les autres. Ça expliquerait sa présence sur les lieux des meurtres et qu'il sache déchiffrer leur code. Il sait pourquoi ils ont volé ce coffret, et il le veut. Alors il tenterait de le récupérer en se faisant passer pour Sherlock Holmes. Oh, j'en sais rien, Murdoch. Mais je veux qu'il retourne en cellule le temps de l'enquête. Au contraire, monsieur, je crois qu'il vaudrait mieux lui demander de nous assister. Je dois admettre qu'il a remarqué plusieurs détails que j'avais négligés. Vous ne risquez pas de trouver Moriarty dans le courrier? Ce n'est pas lui que je cherche pour l'instant. Cette lettre a été écrite il y a de cela 10 ans. Je sais. La maison a été visitée. Comment vous le savez? Voyons, c'est élémentaire, mon cher Crabtree.
Bien que cet homme n'ait pas vécu là depuis 10 ans, ses impôts fonciers ont toujours été réglés et quelqu'un ouvre son courrier. Ce mystérieux visiteur cherche quelque chose. Oui, mais quoi? Remettez les lettres dans leurs enveloppes respectives. S'il en manque, ça vous révélera ce qui intéresse cette personne. Monsieur, Qu'y a-t-il, George? j'ai trouvé le dernier courrier qu'a reçu Edward Hopkins et la personne qui l'a ouvert a conservé son contenu. Banque de Toronto. J'ai convoqué le directeur, peut-être qu'il pourra nous dire de quoi il retourne. Excellente idée, George. Pour être honnête, c'est Monsieur Holmes qui me l'a suggéré. J'aurais dû m'en douter. Ah, merci d'être revenu, monsieur. De rien. Moriarty! Oh, je vous félicite, inspecteur. Vous venez de capturer le Napoléon du crime. Qui? Moi? Non, je suis banquier. Oh, je vois, oui, c'est encore une de vos ruses. Qu'est-ce que vous cherchiez? L'étoile de Tarse. L'étoile de Tarse? Qu'est-ce que Ça c'est? suffit, qu'on l'enferme! Comment êtes-vous sorti vivant des chutes du Reichenbach? Je vous ai vu tomber dans la cascade. Nous avons envoyé à tous nos clients le même courrier, une lettre les informant du transfert de leur compte. Avec la liste de leurs actifs. En effet, oui. Et monsieur Hopkins possède quoi, au juste? Un compte épargne sur lequel il y a 479 $. Et son coffret individuel, bien entendu. De quand date la location de ce coffret? Du 7 juin 1890. Et la dernière activité sur le compte? Là aussi, du 7 juin 90. Je conçois qu'on abandonne sa maison, ou encore un coffret de banque, mais pas son argent. Ce ne serait pas étonnant car Monsieur Holmes a déduit qu'on a tué Hopkins. Il l'a déduit, vous dites? Eh bien oui, quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable qu'il soit... Le problème quand on raisonne par déduction, George, c'est qu'il faut d'abord faire l'inventaire de toutes les possibilités. Il se pourrait qu'Edward Hopkins se trouve dans l'incapacité de passer à sa banque. Alors avant de déduire qu'il est mort, il faudrait peut-être vérifier qu'il n'est pas en prison. Oui, vous avez raison. Oh, et autre chose, je sais pourquoi Monsieur Holmes a pris le directeur de la banque pour Moriarty. Voici Moriarty. Mince alors, la ressemblance est frappante. Ce pauvre bougre est peut-être tout bonnement fondu, après tout. Je me suis trompé, inspecteur. Ce n'était pas Moriarty tout à l'heure. Le regard de Moriarty pétille d'intelligence. Et je n'ai pas vu cette lueur dans celui de l'homme que j'ai croisé. Et là, est-ce Moriarty? Juste ciel. L'auteur de ce dessin l'a représenté à la perfection. Il est quelque part dans cette ville. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Monsieur, il n'y a actuellement aucun Edward Hopkins emprisonné en Ontario, mais j'ai trouvé un détenu du même nom qui a écopé de 6 mois à la prison centrale en 1885. Pourquoi était-il là? Pour vol. Très bien. Et cherchez qui d'autre purgeait une peine à la prison centrale en même temps que Hopkins. Bon raisonnement, inspecteur. En prison, on a de fortes chances de trouver des complices pour une future attaque de fourgon. Ce n'est pas lui non plus. Nous n'allons pas trouver Moriarty de cette façon-là, Jean Crabtree. Il est bien trop futé pour se laisser prendre par des méthodes classiques. Sachez que l'inspecteur Murdoch n'est en rien un policier classique. J'ai lu toutes vos aventures et je trouve qu'il vous ressemble à bien des égards. Mes aventures? Oh, ce bon vieux Watson, toujours en train de gribouiller les récits de nos enquêtes. J'avoue que parfois, il me manque. Le voici. C'est bien lui que j'ai vu. Moriarty? Non. Son homme de main. Il s'agit de Sébastien Moran, un adepte des explosifs pour percer le blindage des coffres. Ou celui des fourgons bancaires. Et où est-ce qu'on peut le trouver? 2 adresses possibles. Bon, Crabtree et moi, on va à celle de Shutter Street. Vous et Sherlock à celle de Spadina Avenue. N'oubliez pas que ce type est dangereux. Alors passez à l'armurerie d'abord. Ce cigare a été éteint il y a peu de temps. Excellente observation. Il a dû s'enfuir par l'escalier de secours. Regardez, inspecteur.
Aurora. Il semblerait que vous ayez fait erreur à propos de l'escalier de secours. Sébastien Moran, comme on se retrouve? Vous vous souvenez de moi? Non! Je ne tirerai pas, pour l'instant. Mais dans quelques secondes, vous allez perdre connaissance et mon ami devra alors supporter tout votre poids. C'est là que je l'abattrai. Donnez-moi ça. Ça veut dire quoi? Ça fait peut-être référence à la ville d'Aurora, à 50 km au nord de Toronto. Dans l'une de mes affaires, celle du signe des 4, un trésor était transporté sur un canot à vapeur baptisé l'Aurora. Ça n'a rien à voir avec le signe des 4. Très juste, ça me fait plutôt penser au mystère de l'étoile orientale. Je ne connais pas cette histoire. L'une de mes enquêtes les plus délicates. Moriarty et l'un de ses hommes de main avaient volé l'étoile de Tarse, un diamant d'une valeur inestimable. Mais quand On n'est pas dans un roman policier, je vous rappelle. Les victimes sont bien réelles. Alors que je ne vous entende plus avec vos histoires de Sherlock Holmes à la noix. Arthur Conan Doyle vient d'arriver, monsieur. Oh! Monsieur Doyle, ou devrais-je dire Arthur, je suis ravi de vous revoir. Oui, moi aussi. Inspecteur Murdoch, bonjour. Monsieur Doyle, merci d'être passé nous voir aussi vite. Comment aurais-je pu résister? Ce n'est pas tous les jours qu'un écrivain peut rencontrer l'un de ces personnages. Arthur Conan Doyle, voici Sherlock Holmes. Ce que vous insinuez, non sans une désobligeante note de condescendance, c'est que je n'existe pas. Vous existez en tant que personne physique, monsieur, mais Sherlock Holmes n'est qu'un personnage de fiction. Je l'ai créé de toutes pièces. Tenez. Ce recueil de nouvelles a été écrit par Arthur Conan Doyle, vous voyez? Et je suis Arthur Conan Doyle. Je connais bien ces récits extravagants. J'ai toujours cru que vous étiez le pseudonyme de mon ami, le docteur Watson. Il semblerait que vous ayez plagié ses œuvres, en fin de compte. Allons bon. Puisqu'il apparaît que vous avez gagné votre réputation en vous inspirant de mes aventures, monsieur Doyle, j'ai une autre thèse, à savoir que c'est moi qui vous ai créé. Oui, soit seulement, monsieur Holmes. Je suppose que vous connaissez la nouvelle qui s'intitule « Le dernier problème ». Bien sûr. Eh bien, autant que je sache, vous mourrez dans cette histoire. J'ai honte, mais j'ai induit Watson à cette conclusion. Les agents de Moriarty allaient me tuer. Leur faire croire que j'étais mort était la seule solution. Il y avait 2 séries de traces de pas. Chacune se dirigeait vers la corniche longeant les chutes, mais aucune n'en repartait. Comment avez-vous survécu? Je suis revenu en marchant dans mes empreintes, j'ai escaladé la paroi et je me suis enfui. C'est assez brillant. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai parcouru le monde. J'ai vu le Dalai Lama au Tibet, le calife au Soudan, et puis j'ai débarqué ici où j'ai croisé Moran. Moran? Sébastien Moran, l'un des hommes... Un agent de Moriarty. Étrange que vous ne le connaissiez pas. C'est-à-dire que... Messieurs, je doute que cette discussion puisse nous conduire jusqu'à Moriarty. Sébastien Moran? Ce nom sonne plutôt bien. Non, il est fou, dérangé, au dernier degré. Mais il est bourré de bonnes idées, cela dit. Monsieur Doyle, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le mystère de l'étoile orientale? Le quoi? C'est une de vos nouvelles? Oui, il y est question d'un diamant, l'étoile de Tarse, que Moriarty vole avec l'aide d'un complice. Je regrette, inspecteur. Je n'ai jamais écrit d'histoire intitulée « Le mystère de l'étoile orientale ». Cela remonte à 10 ans. Je venais de résoudre l'affaire du signe des 4. Et je m'apprêtais à réaliser des expériences sur du gypse lorsqu'un jeune garçon s'est présenté à ma porte. Où, à Toronto? Non, à Londres, à Baker Street. Je n'ai quitté l'Europe qu'après les chutes du Reichenbach. Je vous l'ai déjà dit. Bien sûr. Continuez. Ce garçon, disais-je, avait dans les 13 ans, bien que la tristesse de son regard lui en fit paraître plus. J'ai compris à son apparence... On se contrefout de l'apparence qu'il avait. Venez-en au fait. Que voulait ce garçon? Que j'élucide le meurtre de son père et que je récupère l'étoile de Tarse. Le diamant? Son père s'était associé à 2 malfaiteurs dans le but de dérober ce précieux bijou. Il l'avait remplacé par un faux afin qu'on ne remarque pas sa disparition. Qu'est-il arrivé au père du garçon? Ses complices l'ont trahi. Sébastien Moran l'a froidement abattu sur les ordres de Moriarty. Mais entre-temps, il avait caché le diamant là où seul son fils pouvait le retrouver. À quel endroit? Je l'ignore. Le garçon devait recevoir un indice, mais celui-ci n'est jamais venu. Et comment s'appelait ce jeune homme? C'est loin maintenant, mais si ma mémoire est exacte, il s'appelait David Kingsley. Dites, Kingsley, c'est le vrai nom de Sherlock? Exactement. Donc, vous pensez qu'il se rappelle les détails d'un crime auquel il aurait assisté quand il avait 13 ans?
Voilà, c'est ça. Monsieur, il est possible qu'Aurora soit l'indice que le jeune David attendait mais n'a jamais eu. Mince alors. Ça pourrait être une référence au signe des 4. Son paternel savait sans doute qu'il adorait Sherlock Holmes. Probablement. Mais ce qui m'intrigue, c'est que David Kingsley a perdu son père en 1878. Et à l'époque, il n'était encore qu'un nourrisson. Donc, qui est le père dans cette histoire? Vous faites certainement allusion à Ed Hopkins. Vous voulez dire Edward Hopkins? Un bon à rien, qui s'était installé chez David et sa mère. David considérait-il Hopkins comme un père de substitution? Oui. Et c'est ce qui le rend plus ignoble à mes yeux. Pour quelle raison? Il a fichu le camp au pire des moments. Il a laissé David s'occuper seul de sa mère mourante. Nous croyons en fait que M. Hopkins a été assassiné par des malfaiteurs auxquels il s'était associé. Ça ne m'étonne pas tellement. Il fréquentait ce genre de type. Monsieur Kingsley, est-ce que le mot Aurora vous évoque quelque chose? Aurora? Non, pourquoi? Il s'agit d'un message laissé dans un coffret de banque qui avait été loué par M. Hopkins. Nous pensons que cela fait référence au nom d'un bateau dans une enquête de Sherlock Holmes intitulée Le signe des 4. Le point du jour. Pardon, vous dites? Ça me fait penser à l'aurore. Monsieur, je n'ai trouvé aucun document qui fasse mention de l'étoile de Tarse, mais il existe un diamant appelé l'étoile de Téhéran et il est exposé à Toronto, au consulat de Perse, jusqu'à la fin de l'année. Quel poids fait-il? 43 carats. Il doit valoir un paquet de blé. Sa valeur a été estimée à 100 000 $. Bien, il va falloir vérifier son authenticité auprès du consulat. J'en ai déjà fait la demande. Et maintenant? Nous devons parler avec David Kingsley. Vous flottez. À présent, vous êtes libéré de toute contrainte et de votre enveloppe charnelle. Sentez-vous un divan au-dessous de vous? Non. Qui êtes-vous? Je suis Sherlock Holmes. Qui est David Kingsley? Un garçon que j'ai eu comme client. Retournons maintenant au jour de vos 13 ans. Où vous trouvez-vous? Chez mes parents à Knightsbridge. Mon frère Mycroft est venu d'Oxford me rendre visite. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il semble s'être inventé toute une histoire personnelle. Pouvez-vous l'en faire sortir? Je ne sais pas. Réveillez-le. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous vous réveillerez. 1, 2, 3. Docteur Ogden, puis-je m'entretenir seul avec Monsieur Holmes? Je vous en prie. Monsieur Holmes, qu'est-ce qui vous a permis de déduire que c'est l'homme de main de Moriarty qui a tué le père de David? Rien du tout. C'est David qui a été témoin de la scène alors qu'il était derrière la porte vitrée du salon. Quand avez-vous vu Moran pour la première fois? Aux chutes du Reichenbach. Comment pouviez-vous savoir que c'était lui qu'avait vu David? Réfléchissez, monsieur Holmes. Vous deviez connaître Moran avant les chutes du Reichenbach. Pourquoi m'importunez-vous avec ces broutilles? Ce ne sont pas des broutilles. Vous avez reconnu quelqu'un sans pour autant l'avoir jamais rencontré. Cherchez, monsieur Holmes. Votre premier souvenir de cet homme. Était-ce vous, le garçon derrière la porte vitrée? Non, c'était David. Dans ce cas, d'où vous vient cette image de Moran? Ça ne peut être qu'un de vos souvenirs. Vous l'avez vu entrer dans le salon et tuer votre père. Non, je vous l'ai dit, c'est David. David a-t-il aussi vu Moriarty? Non, il se tenait dans la pénombre. C'est pour cela que votre seul souvenir de lui vient d'un dessin dans ce recueil de nouvelles.
Vous n'avez jamais vu Moriarty, parce que David lui-même ne l'a jamais vu. Arrêtez cela tout de suite! Et vous n'êtes pas Sherlock Holmes, vous êtes David Kingsley. C'est vous, le garçon, qui a assisté impuissant au meurtre de son père. Non, c'est impossible. Reconnaître le visage d'un homme que vous n'avez jamais vu, ça c'est impossible. Et lorsque l'on a éliminé l'impossible, ce qui reste aussi improbable qu'il soit est forcément la vérité. Je vous en prie, arrêtez, inspecteur. Dites-moi qui vous êtes, alors. Je suis David Kingsley et maintenant il y a l'obligeance de me laisser tranquille. Veuillez m'excuser, David. Durant combien de temps me suis-je fait passer pour Sherlock Holmes cette fois? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas autrement. Je pensais que c'était terminé. Je croyais que j'allais mieux. J'ai toujours considéré Ed comme mon père. Et c'est vrai qu'il en avait toutes les qualités. On aimait tous les deux les aventures de Sherlock Holmes et il me faisait souvent la lecture. Parlez-moi du mystère de l'étoile orientale. Il m'a raconté cette histoire la veille du jour où il s'est fait tuer. Je pense qu'il avait peur que ses complices l'éliminent. Mais ce n'était pas sûr. Alors il vous a raconté tous les détails du vol sous la forme d'une nouvelle de Sherlock Holmes. Comme ça, il avait l'assurance que si on le tuait, vous sauriez que cette histoire était véridique. Et le diamant bien réel. C'est pourquoi il a placé cet indice dans un coffre à la banque. Sans doute pensait-il qu'il vous serait ensuite légué. Mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et son testament n'a pas été exécuté. Messieurs, je vous présente l'étoile de Téhéran, du cristal taillé, 100% factice. Donc le vrai a été volé, exactement comme dans cette histoire. J'ai une question à vous poser, David. Est-ce que le mot Aurora vous évoque quelque chose? C'était le nom du bateau avec lequel je jouais enfant sur la rivière qui traversait notre propriété. Il s'appelait le Point du Jour au départ, mais après avoir lu le signe des 4, je l'ai rebaptisé Aurora. Le Point du Jour. Monsieur, venez avec moi. Vous restez là. Il est là? Il n'est pas dans ce bateau. J'ignore s'il l'a jamais été. Ce satané diamant commence à me courir. 10 ans qu'on le cherche. Où il est caché? Je n'en ai pas la moindre idée. Lâche ce couteau! Sébastien Moran, Oscar Kingsley, je vous arrête pour vol à main armée et meurtre. Mon Dieu, non. Et c'était donc toi, oncle Oscar. Depuis le début, c'était toi, Moriarty. David, baissez votre arme. J'ai perdu mon père par ta faute. Hopkins n'a jamais été ton père. C'est le seul que j'ai jamais connu. Et tu l'as fait assassiner. Tout ça, pourquoi? Ce truc-là? Tiens-le bien, c'est ça. Serre fort ton précieux diamant et garde-le tout près de ton cœur, parce qu'il va te coûter la vie. Du calme, mon garçon. Ne le tuez pas, David. Sherlock ne ferait pas ça. Je ne suis plus Sherlock, c'est terminé. Redevenez cet homme. L'homme que vous auriez dû être. Holmes croyait au pouvoir de la logique, de la déduction et de l'esprit, mais surtout il respectait la loi. Cet homme a fait tuer mon père. Il ne restera pas impuni. Nous l'avons attrapé. Grâce aux méthodes que vous avez assimilées. Si vous abattez votre oncle, vous renoncerez définitivement aux valeurs que vous n'avez jamais cessé de défendre. Et ça ne vous ressemble pas. Ce n'est pas ce genre d'homme que vous souhaitez devenir. Messieurs, suivez-nous. Le signe des 4, l'une de mes œuvres, si je ne m'abuse. J'espère que vous aimez. Beaucoup. Vous partez, monsieur Doyle? Oui, je rentre à New York, d'où je ferai route pour l'Angleterre. Dites, j'avais espéré pouvoir m'entretenir un instant avec notre jeune Sherlock avant de m'en aller. Serait-il ici par hasard? En fait, il est en observation à l'asile. Je crains que non, j'en viens à l'instant. D'ailleurs, j'ai un message de la part du docteur Ogden. Elle a dit qu'il avait refait le coup du squelette avec un porte-manteau et que vous comprendriez. Je vois, oui.
Tant pis pour moi, j'aurais bien aimé lui chipper d'autres de ses merveilleuses idées. Auriez-vous envie de faire revivre Sherlock Holmes, Arthur? En effet, je le croyais fini, mais ce jeune homme m'a inspiré une suite. Je vous souhaite un bon voyage. C'est toujours une joie de vous voir, messieurs. Arthur. À très bientôt, j'espère. Tout est réglé, donc. Sauf pour le diamant, bien sûr. On ne le retrouvera jamais. Je n'en suis pas aussi certain. Dans l'histoire du signe des 4, afin d'éviter que le trésor transporté par l'Aurora ne tombe entre de mauvaises mains, il est jeté à l'eau. Bon sang! David a parlé d'une rivière qui traversait la propriété familiale. Je me demandais quand vous alliez découvrir le poteau rose. Veuillez rendre ceci à son propriétaire légitime. Le consul de Perse offre une grosse récompense à la personne qui le lui rendra. Quel nom dois-je lui donner? Sherlock Holmes, évidemment. Cher collègue. Bonne chance, monsieur Holmes. Au plaisir. Monsieur Holmes? Il est redevenu Sherlock, alors. Il a connu tant de malheurs dans sa vie qu'il doit trouver la fiction plus douce que la réalité.